Donc je disais, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou qui ont pour vocation la rencontre avec des spécialistes de tous horizons. Ça peut être en littérature, en histoire, sciences politiques et ce soir il sera question d'art premier. Alors c'est une soirée presque de gala. J'ai hésité à mettre une cravate sur mon polo. Vous avez devant vous Monsieur Emmanuel Casarero, donc, qui est l'ancien directeur du musée de la Nouvelle-Calédonie, qui est l'ancien directeur du centre culturel Chibaou, et qui a préféré s'échapper vers d'autres horizons, travailler dans un tout petit musée, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et il en est devenu aujourd'hui le président. Donc vous imaginez bien que cette fonction, cette position, on peut le dire, fait quand même la fierté nationale. Il est presque arrivé à la hauteur de la notoriété de Christian Carambeau. Oh non, non, alors là, non, 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 il a une épouse qui le peut réaliser quand même. En tout cas, on est vraiment ravis de l'accueillir parce que depuis qu'il est là, il a un emploi du temps particulièrement chargé. Il est très sollicité, un peu comme le roi Charles III, mais sans le banquet, en fait. Voilà. Plus sérieusement, il est venu en tant que un des acteurs majeurs, principaux de ce qu'on appelle l'IPKD, l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Donc je dis l'un des acteurs puisque l'autre acteur principal, qui est Roger Boulet, est absent ce soir pour des raisons de santé. Alors évidemment, on pense beaucoup à lui. Je pense qu'il regardera avec attention, pour surveiller peut-être un petit peu ce que tu dis d'ailleurs, qui sait, cette conférence, ce qui me permet de vous rappeler que donc elle est enregistrée par la chaîne de télé Calédonia. Elle sera diffusée à une date que personnellement je ne connais pas encore sur leur antenne télé et sur leur chaîne YouTube. Et une fois que ça se sera fait, ça atterrira chez nous en audiovisuel. Mais si vous êtes pressé ou si vous avez des amis qui sont pressés, elle sera très vite en audio sur le catalogue de la médiathèque que vous pourrez retrouver sur centrechibaou.nc. Voilà. Donc on parlait d'IPKD, IPKD qui est un sujet des plus réjouissants parce que ça nous a permis de découvrir la richesse des pièces kanak disséminées dans le monde, mais c'est un sujet aussi qui entraîne certains débats. En particulier, quelques amateurs qui souhaiteraient le retour des pièces. Je pense que ce sujet sera évoqué tout à l'heure. On verra que ce n'est pas si simple, en tout cas que ça ne peut pas être une position aussi ferme. Pour ceux qui seraient intéressés par le sujet au-delà de la conférence de ce soir, vous avez peut-être vu devant la salle Sissia quelques documents qui ont été écrits soit par Roger Boulet, soit par Emmanuel Casarero, soit où les deux sont concernés. Voilà. Et au-delà, j'allais dire, de leur caractère scientifique, certains sont particulièrement beaux. On parlait de Roger Boulet, qui est ethnologue, mais dont il faut rappeler évidemment les talents de dessinateur. Et ça me permet évidemment, même si j'enfonce une porte ouverte, d'évoquer cette conférence comme un prolongement, ou en tout cas le début de quelque chose en rapport avec l'exposition Carnet Kanak, hein, qui vient d'ouvrir depuis mardi et qui sera visible en salle Cavitara jusqu'en avril 2024. Donc je cite Roger Boulet, mais il faut évidemment citer le musée de la Nouvelle-Calédonie et bien entendu le musée du Quai Branly, qui sont des partenaires essentiels dans cette affaire. Je parlais d'enregistrement, je voulais simplement rappeler là aussi que lors des débats, il y a 2 micros qui seront à votre disposition de part et d'autre de la salle. Alors, si vous voulez qu'on entende vos questions et surtout qu'elles soient enregistrées pour le public à venir, faites-nous un petit signe, on vous tendra généreusement ce micro. Et il sera bien entendu l'occasion d'échanger avec Emmanuel qui est là pour ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se retrouve d'ici, quoi, 3/4 d'heure, 1 heure, ou 3, je ne sais pas. Ça dépendra de la verve de notre conférencier du soir. Merci à vous et merci Emmanuel. Bien, merci beaucoup pour ces mots d'introduction.
Et pour ces comparaisons un peu hâtives parfois entre Carambeu et Charles III, je vois lequel des deux je préfère un peu Christian quand même. Je suis très heureux de me retrouver ce soir devant vous, de saluer aussi beaucoup de gens que je connais. C'est toujours sympathique de se revoir. C'est une conférence, comme tu le disais, qui est en écho et finalement, d'une certaine manière, en hommage aussi à notre grand absent, puisque c'est un travail qu'on a mené à quatre mains sur presque. Alors pour Roger, c'est un travail qui a duré presque 40 ans. Pour moi, un peu moins, mais bien une bonne, bien 25 ans, qui est ce travail d'investigation sur le patrimoine culturel, matériel kanak, c'est-à-dire les objets qui sont dans les musées. Un hommage parce que Roger n'est pas avec nous ce soir et qu'il aurait bien aimé être là. Il m'envoie des emails et des SMS toutes les 10 minutes en me disant tu diras bien à tout le monde que j'aurais bien aimé être là, etc. Parce que ces histoires de patrimoine, ce sont aussi des histoires d'hommes. Ce sont des rencontres, des relations qui se font quelquefois de manière assez au hasard, une forme de sérendipité de ce type de travaux. Et pour Roger, c'est vrai que c'était un hasard. Il est venu ici dans les années 70, à la fin des années 70, pour travailler sur de l'animation culturelle, à vrai dire. Et puis sa rencontre avec l'Arcanac, sa rencontre avec Jean-Marie Tjibaou, avec Jacques Ikaoué, avec bien d'autres, va faire qu'il va se détourner de son idée originelle et se mettre à travailler sur le monde kanak qu'il ne connaissait pas du tout et pour lequel il n'avait pas été préparé. Donc on n'est pas du tout dans l'histoire de quelqu'un qui s'est préparé, qui a toujours rêvé depuis très jeune à faire quelque chose et qui ensuite suit des études et y parvient. Là, on est vraiment dans l'histoire de rencontres et de séduction. Parce que finalement, la séduction, l'envie de connaître, l'envie de savoir, la séduction aussi de certaines œuvres qui avaient jusqu'à présent peut-être pas été vues de manière comme si c'était des œuvres qui pouvaient générer la séduction, a provoqué chez lui ce désir qu'il a poursuivi pendant presque un demi-siècle, à vrai dire, autour de l'Arcanac. Alors tout commence dans cette histoire, donc une histoire de rencontre. Est-ce que ça fonctionne, ça? Oui, par cette première période, cette rencontre avec Jean-Marie Tjibaou, qui a été vraiment fondatrice pour lui, parce qu'il en est toujours parlé. Je l'ai toujours entendu en parler. Et ça a été vraiment une rencontre entre donc une personne ouverte à toute opportunité, qui était Roger Boulet, et de l'autre côté, un penseur, un responsable kanak, qui avait cette idée qu'il fallait aller vers ces objets, il fallait savoir où ils étaient, il fallait savoir ce qu'on en disait, ce qu'on en faisait, et d'une certaine manière, rassembler la famille éparse pour lui redonner force et vigueur. C'est cette idée d'inventaire qui naît très très tôt, dès 1979, avec cette rencontre avec Jean-Marie Tjibaou. Cette rencontre, elle se fait à une époque où on prépare ici en Calédonie le Festival des Arts du Pacifique. J'ai passé plusieurs images ou c'est la même, hein? Non, c'est ça, oui. Voilà. C'est le moment où on prépare ce Festival des Arts qui doit avoir lieu en 1984. Donc il y a une intense activité et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de rappeler hein, l'importance. On pense toujours à Jean-Marie Tjibaou, faut parler aussi de Jacques Ekaoué. Ce sont des hommes qui ont permis ce genre de choses avec Jacques Ekaoué, il y avait aussi Yves Tissandier, il y avait toute une série de gens éclairés finalement qui avaient l'idée qu'il fallait essayer de sortir d'une forme de renfermement sur soi, d'ouvrir et de partager. Et cette idée d'aller voir les objets dans le monde, elle commence à ce moment-là et elle reste au fond très originale de ce fait. Roger commence à faire un certain nombre de fiches. Vous voyez que les croquis sont déjà présents très tôt.
Et l'exposition que l'on présente en ce moment au Centre culturel Chibabou est un hommage finalement à Roger en tant qu'artiste et une manière de raconter cette histoire de l'inventaire du patrimoine kanak dispersé, mais c'est aussi une forme de mise en valeur du dessin. Le dessin à notre époque où tout est numérique, où on a des intelligences artificielles qui réfléchissent pour nous, on a des systèmes numériques qui dessinent pour nous. Le cerveau, l'œil et la main restent encore quelque chose qu'on n'a jamais réussi à dépasser. Et en tout cas, pour les gens qui s'intéressent aux objets, pour ceux qui veulent les comprendre, les croquer, qu'on soit doué ou pas, en faire des croquis, c'est toujours une manière d'essayer de comprendre ce qui structure un objet, ce qui en fait sa magie, ce qui en fait sa colonne vertébrale. Et c'est une pratique que j'aimerais revoir se perpétuer aussi parce que même quand on n'est pas spécialiste et qu'on n'a pas besoin de croquer les objets par une nécessité professionnelle, c'est toujours agréable de pouvoir croquer quelque chose. Faire un croquis d'une plante ou d'un objet ou d'une situation. Je pense que c'est quelque chose qui permet de mettre en valeur aussi votre singularité, votre subjectivité. Et au fond, cette histoire, c'est une histoire aussi, je vous le disais, une histoire de rencontre, une histoire d'homme, une histoire très subjective finalement qui est réalisée. Donc des premiers croquis, des premiers inventaires qui ne sont pas à proprement parler des inventaires, mais qui sont plutôt des dénombrements. C'est-à-dire déjà savoir dans quel musée il y a des objets kanak et quelle est leur importance, si ça vaut la peine d'aller les voir. Les premières fiches que j'ai montrées sont des fiches du musée de Dahlem à Berlin. Aujourd'hui, ce musée était complètement refait. Et pour ceux qui ont la chance de voyager à Berlin, je vous engage à voir le Humboldt Forum et cette extraordinaire collection océanienne qui est à Berlin. C'est aussi un moment où, à partir de ces premiers repérages, ces premières photos, ces premiers dessins, l'Office culturel, scientifique et technique kanak qui est créé à ce moment-là, donc au moment de cette préparation du Festival des Arts. Donc toute une effervescence se crée autour de ce mouvement et vous voyez combien les festivals sont souvent des outils très intéressants pour stimuler la créativité, pour stimuler la dynamique culturelle. En tout cas, dans ce cas-là, c'est une belle illustration. On va produire toute une série de supports pour diffuser ces images du patrimoine. Là, c'est cet objet cette illustration qui s'appelle cet ouvrage que vous pouvez voir dehors d'ailleurs, qui est présent dans l'expo, qui s'appelle Objet Kanak, et qui est la première fois qu'on montre des objets. Vous voyez que ça ne porte que sur 400 objets, sur 16 musées, donc c'est relativement restreint, mais malgré tout, par rapport à l'époque, c'est une étape très très importante, un seuil qui est franchi dans l'appréhension qu'on peut avoir du patrimoine kanak. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, par exemple, la collection du musée, qui est maintenant inventoriée, à laquelle on a accès grâce à Internet, n'est pas accessible de cette manière-là. Donc c'est une première diffusion et il y a tout un travail qui est réalisé attendez, il faut que je revienne en arrière, par l'Office culturel. Je m'arrête sur cette page parce que c'est la page de préface qui est signée Jacques Kikawé et qui vous dit finalement quelle est l'attente du secrétaire général de l'Association pour le Festival des Arts de 1984, qui est Jacques Kikawé, et qui vous dit qu'il entend faire un outil de connaissance, il entend en faire un outil d'animation culturelle, et il entend faire en sorte que le fruit de l'inventaire seront une réactivation de la fibre créatrice mélanésienne. Donc vous retrouvez là la terminologie de l'époque, hein, on n'ose pas encore écrire kanak, on l'a mis sur la couverture, mais on continue à dire mélanésienne. Et il y a cette dimension que finalement, c'est une manière de stimuler la création. C'est-à-dire que ce retour vers le passé au travers de ces images, ce n'est pas de l'idée de rester enfermé dans ces images, mais c'est au contraire de stimuler la création. Et c'est pour ça que l'Office publie ces objets qui sont cette plaquette que
qui était avec un grand portfolio, avec des images de ces objets, qui a été très largement diffusé en tribu. On en a vu beaucoup pendant encore très longtemps, encore punaisé dans les maisons. Parce que c'est au fond, c'est la première fois qu'on voyait ces objets et qu'il y avait un accès possible à ces objets qui étaient partis depuis très longtemps, dont on avait éventuellement une mémoire. Si on avait de la chance dans le village ou dans la tribu dans laquelle on était, on avait encore quelques objets. Et la plupart du temps, on n'allait pas forcément au musée les voir. Donc c'est vraiment un déclencheur important. Et c'est une manière pour moi de rendre hommage. Là, vous voyez un croquis assez connu et largement piraté de Roger Boulet qui montre un écorché de grande case. Chaque fois qu'il le voit dans une publication et qu'on ne lui a pas demandé son autorisation, il est furax. Mais il a raison. Mais en même temps, il diffuse de manière merveilleuse la culture kanak grâce à ces piratages qui sont réalisés. On en a vu ici dans des hôtels à une certaine époque. Donc c'est un effort très important de diffusion de l'information et je voudrais ici rendre hommage au travail qui a été réalisé par cet office culturel, scientifique et technique kanak qu'on a un peu oublié de nos jours, et en particulier d'un graphiste et d'un artiste qui est Jean-Pierre Lebars, qui a fait beaucoup aussi pour créer des graphismes autour de ces objets. Vous avez vu que beaucoup d'objets sont complexes à comprendre. Que c'est par le croquis qu'on les apprécie en tant que professionnels, mais pour les diffuser, c'est souvent par le travail des graphistes. Et Jean-Pierre Lebars a fait un travail assez remarquable de diffusion au travers de ces images qui étaient rapportées par Roger, classées, et qu'ensuite il a organisé et que l'Office a publié. Ce travail de repérage et d'inventaire permet de réaliser des expositions. Et au fond, la première exposition pour laquelle ce savoir, ce début de connaissance a été mobilisé, c'est cette exposition qui devait avoir lieu ici en 84 pour le festival qui s'appelle le Musée imaginaire des arts d'Océanie, donc qui avait été pensé depuis la France, mais envoyé en Calédonie. Vous voyez déjà que Roger Boulet est de la partie, mais vous voyez aussi que les textes j'ai mis la plaquette là, qui est rarissime, qui est un collector, comme on dit, puisque l'exposition n'a jamais eu lieu, et que tout ça a été envoyé au pilon. Et que les textes sont de Patrice Gaudin. Patrice Gaudin, qui était à l'époque mon prédécesseur au musée de Nouvelle-Calédonie et qui était conservateur et directeur de ce musée et qui avait réagencé ce musée autour des arts kanak et des arts océaniens. Et vous voyez effectivement Roger Lebars Roger Boulet et Jean-Pierre Lebars. Hop là, je vais trop vite. Oui, un petit retour. Donc, ce musée, cette exposition, toutes les caisses arrivent à Nouméa. Elles ne peuvent pas être ouvertes. Ce sont les débuts des événements. Roger dort sur les caisses avec les convoyeurs au musée de Nouméa, avec Patrice Gaudin. Et tout ça repart à Paris. Et l'exposition est montrée à Paris. Alors, je l'ai passé un peu vite, je crois. Et elle est présentée à Paris. Attendez, il y a un temps de... où est-ce qu'elle est? Hop là, j'ai sauté. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça psychote. Voilà. Vous avez la plaquette parisienne, là. Alors, celle-ci, elle a été diffusée puisque l'exposition a eu lieu à Paris et que vous avez cette plaquette. Donc, malgré tout le travail qui avait été réalisé de sélection, etc., n'a pas été entièrement perdu, mais l'exposition a eu lieu à Paris. Mais du coup, elle a été vue par absolument personne ici. Or, l'objectif, c'était que les gens la voient. Là, vous avez une photo historique aussi de l'époque. C'est une exposition qui a été ouverte dans un contexte politique extrêmement tendu, où le jour de l'inauguration, Roger, qui était présent, moi j'étais à Nouméa, raconte qu'il y avait une manifestation devant le Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie par des gens qui ne voulaient pas que cette exposition soit montrée à Paris parce qu'il y avait des pièces kanak. Vous voyez ici Jean-Marie Chibaou et Léopold Jorédier qui visitent l'exposition quelques mois après l'inauguration, conduit par Roger Boulet. J'évoque ça parce que l'histoire qu'on raconte est une histoire qui est très liée au contexte politique, à la manière dont les idées aussi s'affrontent, se chevauchent et bougent dans ce pays. Donc c'est aussi un parcours
de l'histoire récente du pays, cette idée d'inventaire. Alors, l'inventaire, il connaît donc une phase un peu de repli après ce loupé. Mais on continue malgré tout ici. Moi, depuis la Calédonie, je suis nommé au musée de Nouméa à partir de juillet 85. Et donc, je trouve des sous auprès de la mission, auprès du gouvernement, auprès des missions aux affaires culturelles, etc., pour aller faire des inventaires dans la région, en commençant évidemment par nos voisins qu'on n'avait jamais sollicités. Et on voit qu'il y a quand même des objets Kanak dans la région, avec des collections assez importantes, en particulier à Sydney et à Adélaïde. Également sur la Nouvelle-Zélande, où il y a des très très belles collections. Et je dis aux gens qui s'y intéressent, qui sont plus jeunes et qui ont envie de continuer à travailler, il y a du travail à faire là, c'est pas très loin et il y a encore du travail précis à faire. Nous, on a fait un premier tour d'horizon, mais il y a encore du travail. Évidemment, Papeete, qui a aussi des collections Kanak, et puis en Amérique, où il y a aussi des objets Kanak avec des collectes importantes qui ont été réalisées au début du XXe siècle, et des objets qui ont été achetés également sur le marché de l'art. Donc un travail qui se fait à la fois ici en Europe et qui, à chaque fois, se précipite, j'allais dire, ou se concrétise par des expositions. La première vraiment réussie, c'est celle de Deja Dednak, donc qui est réalisée en 90, ici à Nouméa et ensuite au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, qui n'aurait pas pu être réalisée sans ce travail phénoménal d'inventaire et de repérage de pièces nouvelles. Les pièces nouvelles, ce sont des acteurs nouveaux aussi, avec des trajectoires sur lesquelles on peut raconter des choses. Et c'est une manière aussi d'élargir le corpus, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres sur lesquelles vous essayez de comprendre ce qu'a pu être cette histoire de l'art kanak, puisqu'en fait, ce sont des éléments qui permettent de constituer une histoire de l'art. Mais là, on en est vraiment aux prémices, au tout début. Un petit clin d'œil aussi sur les querelles de mots, les querelles de symboles. C'est quelque chose qu'on a remis aussi dans l'exposition. À gauche, vous avez le carton que j'avais fait faire. Bon, j'étais directeur du musée à l'époque de Nouméa, et donc j'avais fait le carton avec Deja Dednak, patrimoine artistique Kanak, K-N-A-K. Le haut-commissaire de l'époque m'a dit vous rêvez, c'est pas possible. Tout doit être détruit et vous m'écrivez tout ça avec C-A-N-A-Q. Donc à gauche, vous avez le collector puisque c'est les seules rares cartes qui subsistent. Et à droite, vous avez la carte officielle. On est en 90, c'est pas si vieux, mais encore, il y avait une sensibilité très forte sur la manière dont on écrivait K-N-A-K ou C-A-N-A-Q. Et ça faisait partie justement de cet enjeu très fort des offices culturels et des différents. Il y a pas mal de péripéties, mais je veux juste rappeler aux plus jeunes d'entre nous que toutes les publications que je vous ai montrées au début avec Objet Kanak, Patrimoine Kanak, KNAK, tout ça a été envoyé au pilon après 84. Donc il y a vraiment une bataille de mots, une bataille de symboles, une bataille aussi de reconnaissance, d'existence de cette culture. Malgré tout, nous, on continue toujours à faire notre travail et on continue à essayer de collecter le plus possible d'informations sur les objets Kanak, à rentrer en contact avec nos collègues, parce que ces inventaires ne se font pas sans relation humaine de confiance avec des collègues. Souvent, on les embête d'ailleurs, hein, parce qu'on vient leur demander des choses sur des petites portions de leur collection qui ne sont pas le centre de l'intérêt. Mais c'est ainsi qu'on continue à travailler. Donc, avec l'évolution aussi des accords ici, se fait jour la possibilité de réaliser un inventaire complet, notamment photographique, nous dit le texte, des œuvres du patrimoine kanak. Ça fait partie de cet accord particulier qui fait suite à l'accord de Nouméa entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. On nous dit qu'il faut favoriser le retour de ces œuvres appartenant à l'État sous des formes de prêts à longue durée. On nous dit qu'il faut inclure aussi
ce qui a été réalisé déjà comme inventaire du patrimoine dans les bases de données nationales. Donc c'est une reconnaissance aussi à l'échelle nationale de ce petit travail qui avait été commencé de manière très très locale. Et voici, je vous ai fait une capture d'écran de cette base de données nationale que vous pouvez aller consulter, qui s'appelle l'annuaire des collections publiques françaises objets océaniens. Je vous signale d'ailleurs que c'est assez intéressant parce que Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Voilà, c'est un bracelet Canac qui ouvre l'inventaire, donc c'est assez sympa. Un cône avec du poil de roussette. Donc, oui, c'est une forme de reconnaissance du travail qui est réalisé. Et puis, d'une manière plus large, c'est aussi la mise en relation d'informations très diverses, donc qui commence à permettre d'approcher une forme de connaissance de ces objets. La troisième période s'ouvre à partir de 2011 à 2015. C'est la période la plus efficace. C'est la période aussi où on dispose de moyens importants pour faire cet inventaire. C'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui décide de voter des crédits particuliers pour réaliser cet inventaire. Parce que ce qu'on avait fait, comme je vous l'ai esquissé en quelques mots, c'est une forme, on le fait avec les moyens du bord et au moment où il y a un peu d'argent, quoi. Et le reste du temps, on le fait. Moi, j'ai fait des inventaires aux États-Unis que parce que j'avais une réunion des musées de la Pacific Art Association à Chicago. C'est comme ça que je fais l'inventaire du musée de Chicago. Je reste 2 jours de plus, je travaille dessus, ou je reste 3 jours de plus, et ainsi de suite. Pareil pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Là, le gouvernement nous dit non, il faut aller au bout. Maintenant, il y a un accord cadre qui organise et il faut que vous puissiez aller au bout. Donc, c'est un financement à une décision de la Nouvelle-Calédonie et on le met sa mise en forme, enfin sa réalisation se déroule entre 2011 et 2015 avec l'appui de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, ce qui me donne l'occasion au travers de l'espace et du temps, de rendre un hommage à Joël Viratel, qui a été son directeur et qui nous a accueillis à bras ouverts quand on est arrivé et qui a été un de ceux qui a permis aussi que cet inventaire se réalise en nous mettant aussi des moyens à disposition. Donc, 1 an après sa disposition, voilà, une petite pensée pour Joël qui nous a quittés. On est à Paris et Paris permet d'être. Vous reconnaissez aussi Emmanuelle Hérial, qui travaille toujours ici, je crois, hein, qui a été directrice du musée du Bagne, je crois, qui était venue, et puis Étienne Bertrand et René Binosi qui venaient travailler avec nous. On réalise donc toujours sur le même principe des fiches. Donc on passe de la fiche photo avec. Vous voyez que par rapport aux premières fiches, on évolue un petit peu. On a maintenant des fiches imprimées, on a des photos. Mais on va surtout entrer toute cette information sur des bases électroniques. Et ceci va nous permettre, en même temps qu'on continue à faire l'inventaire du patrimoine dispersé, à faire ce pourquoi finalement j'ai quitté la Calédonie pour aller en France, c'est-à-dire réaliser cette exposition Canac, l'art est une parole. J'étais parti pour 3 ans, ça fait 12 ans que j'y suis. Méfiez-vous des gens qui partent pour pas longtemps. Mais qui était vraiment réalisée à partir de cette extraordinaire base de données. Donc peut-être que certains de vous ont vu cette expo. En tout cas, elle a été montrée ici en 2014. Donc une seconde réalisation à partir de cet inventaire. Donc l'inventaire, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire ça sert à réaliser des expositions, ça sert à faire des articles, etc. Mais ça sert aussi à avoir une connaissance élargie. Je veux dire 2 mots sur la méthode, parce que souvent on nous dit, mais finalement aujourd'hui, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer. En fait, c'est faux, hein. Un objet, vous ne pouvez pas l'appréhender de manière photographique ou même avec un beau dessin. Ça ne suffit pas, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir sous-pesé.
il faut l'avoir regardé par-dessous, il faut l'avoir ausculté, j'allais dire. C'est comme un médecin qui ferait de la téléconsultation, quoi. Ça va bien pour des choses bénignes, ça ne va pas pour des choses sérieuses. L'inventaire, c'est pareil, il faut vraiment voir les objets, il y a besoin d'aller les voir. Ne vous contentez pas il ne faut pas se contenter en tout cas de la numérisation. La numérisation, la photo, le dessin, c'est une première approche, mais après, il faut vraiment avoir l'objet. On a de ce fait des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Il y a des objets qui sont très photogéniques et vous vous dites waouh, c'est merveilleux. Je vois les collègues italiens qui sont là et c'est vrai qu'on a eu quelques surprises de ce type-là. Et puis quand on les voit, on dit oula, c'était ça. Donc, et puis au contraire, vous avez des objets qui ne sont pas photogéniques, qui sont, vous dites bon, j'y vais quand même parce que quand même, c'est quand même un nom connu. Et vous y allez et vous trouvez un objet absolument extraordinaire. Donc le fait de se déplacer, d'aller voir, d'inventorier, de bouger les objets, c'est quelque chose de vraiment important. Là, je vous donne quelques images aussi pour rendre les choses moins théoriques avec les bases de données qui sont constituées et qui nous permettent donc de documenter progressivement ces objets. Donc, ce n'est pas simplement un inventaire qui s'intéresse à l'objet, mais c'est un inventaire qui s'intéresse aussi aux documents qui existent autour de l'objet. Un objet, il est accompagné d'une sorte de sillage de choses qui peuvent être des documents écrits, qui peuvent être des notes, qui peuvent être des photographies, qui peuvent être des numéros d'inventaire aussi, très, 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 très précieux pour voir la vie des œuvres. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux questions d'origine des œuvres, de provenance des œuvres, etc. Ce n'est pas une question qui vraiment intéressait fortement nos prédécesseurs. Et donc, il faut souvent reconstruire, c'est une forme d'archéologie d'un savoir perdu qu'on est souvent obligé de faire parce que les objets, ils passent d'une main à une autre, ils passent d'une collection à une autre. Et donc, ces numéros d'inventaire sont très précieux, à tel point qu'à Branly, par exemple, on a une section spécialiste sur les numéros d'inventaire et c'est extrêmement précieux. C'est comme ça qu'on a retrouvé des objets qui étaient soi-disant arrivés en France. Alors, on n'est pas dans le monde kanak, mais dans le monde amérindien, soi-disant arrivés en France en 1880. En fait, ce sont des objets arrivés au XVIIe siècle dans les collections royales. Allez, les numéros sont précieux parce qu'ils redonnent de l'identité à des objets qui ont perdu leur identité dans les vicissitudes des créations, destruction, transport, recréation de musées, etc. et redéfinition d'inventaire. Voilà quelques images pour voilà, un hommage au milieu avec les numéros d'inventaire et les étiquettes. Il y a eu une époque où on s'est dit qu'il faut enlever toutes les étiquettes. Quelle erreur! Quelle erreur! Les étiquettes sur les objets, bah, c'est vrai que quelquefois, c'est pas joli, c'est en plein milieu de l'objet, mais ça vous dit énormément sur son histoire. C'est comme une fiche, une fiche, une fiche d'identité dont, dont on enlèverait la photo, quoi. Il y a vraiment une amputation d'une partie de l'histoire. Donc, c'est quelques documents pour vous dire qu'on numérise aussi tous ces écrits, qu'on crée aussi des biographies de collecteurs, parce que ces collections que l'on voit souvent comme quelque chose qui se fait naturellement. Là, je vous donne des exemples d'objets que l'on va voir sur place et on s'aperçoit que l'objet est dans un état absolument détestable alors qu'on le connaissait sous une forme antérieure. Les collections qu'on pense être se faire de manière objective sont complètement subjectives. Elles sont faites par le goût, elles sont faites par l'envie, elles sont faites par le désir, quelquefois le désir d'effrayer, le désir de surprendre. En tout cas, elles ne se déposent pas naturellement dans les réserves de musées. Elles sont le fait de choix humains, de goût humain. Et au fond, restituer l'histoire des objets, c'est restituer aussi l'histoire des gens qui sont derrière, qu'il s'agisse des gens qui ont fabriqué des objets. C'est souvent très difficile à faire, des gens qui les ont utilisés, des gens dans les mains desquels ces objets sont passés, et en particulier les collectionneurs. On oublie souvent, hein, mais souvent avant d'arriver dans un objet, avant d'arriver dans une collection publique, l'objet passe par des collections privées
Et ces collections privées peuvent les garder pendant très très longtemps, hein. Donc il y a toute une histoire de l'objet qu'il faut retrouver et qui est absolument passionnant. Ça vous donne aussi des éléments sur l'histoire du goût, la manière dont on apprécie ou on déteste un certain nombre d'objets dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est une histoire qu'il faut refaire. Voilà quelques éléments pour donner l'histoire des croquis sur les objets et puis les numérisations. Alors, des petites choses rigolotes sur l'inventaire. On a l'impression qu'effectivement, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans d'inventaire, c'est très long. En fait, c'est très court parce qu'il y a plein d'impératifs. Il y a d'abord la dispersion des collections, il y a l'accès aux collections. Souvent, elles sont de plus en plus difficiles d'accès. Euh, et puis, il y a les situations qui peuvent être très différentes d'un musée à une autre. Dans certains musées, il n'y a qu'une personne pour tout faire. Il y a des hommes et des femmes orchestres qui font tout de tout. D'ailleurs, c'est malheureusement la situation de plus en plus dans beaucoup de musées en France, où on a enlevé les ressources et où il n'y a plus qu'une personne qui fait absolument tout. Et donc, c'est un impact assez fort sur le temps qu'on doit accorder finalement à ces différentes vicissitudes et qu'il faut pour les réaliser. On a des très grands musées dans lesquels on peut y avoir du personnel et puis des très petits musées dans lesquels dans les deux cas, en fait, il faut se fondre dans la temporalité du musée. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont le temps de vous ouvrir, quand est-ce qu'ils ont le temps de vous donner accès. Et avant tout, il faut créer un lien de confiance. Il faut leur dire pourquoi on vient, pourquoi on a envie de le faire. Et dans certains musées, ça va très vite. Ce lien s'établit très vite. Dans d'autres, ça nécessite plusieurs années, hein, de relations pour faire en sorte qu'on vous donne accès aux collections. Sans stigmatiser du tout, mais par exemple, pour accéder aux collections du Vatican, dont on pensait que c'était des collections absolument anciennes, etc., qui s'avéreront être beaucoup moins anciennes et beaucoup moins intéressantes que d'autres musées, il nous a fallu aussi plusieurs années pour expliquer la démarche et pourquoi on voulait le faire. Là, c'est juste quelques images sur les situations. Vous voyez que vous êtes au milieu de tonnes de placards, etc. Là, juste un petit clin d'œil aussi à ceux qui nous ont rejoints. Là, Marianne Tissandier qui est dans la salle, Romaric Néa, Patrice Moissadi, que j'avais sur une vue, mais je ne sais pas où est la vue. Ouais, il est passé en vitesse. Tac, il est là, avec Emmanuel Herrial à nouveau. Ça, c'était important aussi dans la démarche de l'inventaire, d'associer les professionnels du patrimoine en Calédonie, parce que ces inventaires, comme je vous le disais, c'est du lien humain, en fait, beaucoup plus qu'autre chose. Ça ne se décrète pas, même avec un accord particulier. L'accord particulier vous permet d'avoir des moyens, mais tout le reste, en fait, c'est du relationnel. C'est des gens qui vont comprendre pourquoi vous le faites et vous aider à le faire. Et donc, ce travail avec les gens qui sont ici en charge des collections, c'est aussi un moyen pour nous d'assurer une pérennité à cet inventaire et de faire en sorte qu'il puisse continuer à être réalisé. Voilà, juste quelques idées, hein, sur cet inventaire. Donc, on a 97 musées qui ont été étudiés. Vous vous rappelez qu'en 84, il y en avait que 16. Donc, ça permet d'augmenter fortement les corpus. 5000 objets inventoriés et on en a vu 20 000. Donc, ça vous dit aussi que tous les objets ne sont pas dignes, même s'ils sont dans un musée, ne sont pas forcément intéressants parce que certains objets sont des multiples, bien qu'ils soient uniques à chaque fois. Certains objets sont strictement identiques les uns aux autres. Une pierre de fronde, il n'y a rien qui ressemble plus à une pierre de fronde qu'à une autre pierre de fronde. Et à moins d'en faire une analyse pétrologique, vous ne pourrez rien en faire. Pareil pour les lances, pareil pour les casse-têtes. Or, beaucoup de ces objets qui sont présents dans les collections, ce sont des armes. Et donc, il y a du tri à faire. C'est pour ça qu'on a appelé cet inventaire un inventaire raisonné, parce qu'au fond, ce qu'on essaie de trouver dans ces collections, ce sont les objets qui ont quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire, soit par leur qualité, par leur physicalité, par la manière dont ils ont été construits, pensés, faits, mais aussi par rapport à leur histoire, les relations qu'ils créent avec l'histoire de la Calédonie, soit avec des personnages, des chefs,
des personnages importants, soit avec des épisodes de l'histoire calédonienne qui sont représentés dans ces collections par des séries d'objets. Donc c'est plutôt ces objets qu'on a privilégiés, ou ceux, par exemple, qui présentent des techniques qu'on sait avoir disparu et qui nous intéressent particulièrement parce que on est toujours euh, dans cette idée qui avait été lancée par Jacques Ekaoué, et qu'au fond, c'est une manière de stimuler aussi la création que de connaître son patrimoine. Il y a la connaissance du patrimoine, mais il y a aussi au-delà stimuler la création. Donc ça vous donne cette carte du monde culturel kanak qui est toujours amusante à montrer parce qu'elle montre qu'on est bien au-delà du lagon et que ces objets sont présents, pas toujours visibles, mais présents dans énormément de musées dans le monde. Évidemment, avec des grosses concentrations en Europe, parce que c'est là qu'est née d'abord l'idée de musée. Hein. C'est une idée vraiment qui est née au fin 17e, début 18e, et comme musées royaux, impériaux, etc. Et des musées publics vraiment à partir de la fin du 18e siècle, 19e siècle. Donc c'est là qu'il y a eu un goût très très tôt pour collectionner le monde dans sa diversité en ayant des objets provenant d'endroits très variés. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse extraordinaire de Branly, c'est d'avoir des objets qui remontent à ces époques. Évidemment, les trois quarts de ces musées, enfin 75% de ces musées sont des musées ethnographiques, mais on peut trouver des objets vraiment très intéressants, bien sûr dans des musées missionnaires. Je vous citais tout à l'heure le musée de la Lélière, qui est le musée mariste, qui est dans les monts du Lyonnais, qui est charmant. Si vous allez à Lyon, ça vaut le coup d'aller le faire un petit tour. Les gens sont absolument passionnés, ils ont envie de raconter aussi l'histoire, parce que derrière, il y a une histoire religieuse, il y a une histoire d'un attachement entre l'Océanie et la congrégation mariste. Mais vous avez des musées aussi d'université qui sont intéressants, pas toujours très accessibles, mais qui sont intéressants. À Sydney, à l'université de Sydney, par exemple, il y a un musée avec des objets intéressants, en particulier des objets de la province des îles qui sont intéressants. Là, on vous montre que malgré l'extraordinaire nombre de musées, le gros des collections se concentre sur un nombre relativement réduit de musées, du moins des collections qui nous intéressent, nous, avec effectivement la Calédonie, Branly, Bâle, Vienne, le British Museum. Mais qu'est-ce que le British Museum n'a pas? C'est un musée absolument extraordinaire. Et puis le Pigoridi. L'Italie a des très très belles collections aussi kanak. Pas facile d'accès, mais des très belles collections kanak. Je pense qu'il y aurait encore un travail à faire avec ce musée qui vient d'ailleurs de trouver une nouvelle forme. Hein. Il vient de passer. C'est un nouveau musée qui est mis en place et donc ces collections vont probablement trouver une nouvelle dynamique et ça serait pour les gens que ça intéresse, ça vaut peut-être la peine de reprendre la base qu'on a travaillé sur le Pigorigny. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres objets à trouver qui n'avaient pas été identifiés à ce moment-là. Évidemment, c'est les corpus d'études qui sont considérables. Hein. Je vous disais, on passe de quelques dizaines d'objets à quelques milliers d'objets. C'est aussi tout un ensemble de connaissances qui sont liées. Là, on vous donne quelques chiffres sur... voilà, on connaît 13 figures de masques avant 2015, donc en 84. On raisonne, on écrit des articles là-dessus, qui évidemment, quand vous en avez 55, vous revoyez totalement votre article et vous revoyez totalement la vision que vous avez de cette catégorie d'objets. Il en va de même pour le reste des objets. C'est en cela que le fait qu'on ait eu l'occasion de faire des expositions régulière nous a permis aussi de mettre à jour les connaissances qu'on pouvait avoir et éventuellement critiquer ce qu'on en avait dit précédemment pour faire avancer la connaissance. Une grande déconvenue de ces inventaires, ce sont les provenances. C'est-à-dire qu'on se disait, c'est merveilleux, on va aller à la source des choses et les objets vont arriver non seulement dans leur présence physique, mais également avec les informations qu'ils ont. En fait, vous voyez sur ce petit graphique, la plupart, l'énorme majorité de ces collections, il n'y a pas de provenance. Il y a juste marqué, quelquefois c'est juste mer du Sud, quelquefois il n'y a rien du tout. Et souvent, et c'était un gros travail qu'a fait Roger Boulet dans les premiers temps,
c'est de discriminer dans les collections malgaches, africaines, laotiennes, indo-chinoises, les objets Kanak qui étaient perdus dedans parce que ils étaient arrivés dans des dons où la personne en question avait été en poste à Hanoï, à Nouméa et à Tananarive, et l'objet avait été n'avait pas été discriminé. Donc, maintenant, il y a eu ce gros travail fait sur les bases nationales depuis les années 80, et donc maintenant, à peu près tous les musées savent reconnaître un objet Kanak. Je pense que le fait de mettre à diffuser aussi cette information a contribué très très grandement à faire ce travail. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui pour les collections africaines, par exemple, qui sont très nombreuses dans les musées, souvent mal identifiées. Et je vous disais qu'on les confondait avec les objets Kanak au début. Enfin, les objets Kanak étaient souvent fondus dans des collections africaines ou asiatiques, et il en est de même pour beaucoup de cultures du monde. Sur les inconnus aussi, sur les périodes, pareil, beaucoup d'informations perdues là aussi, hein. On les connaît mal ou alors on les connaît pas du tout. Donc on s'affronte aussi dans ce désir de connaissance à une sorte de mur de verre qui est celui au-delà duquel on ne pourra pas aller. Et d'une certaine manière, c'est extrêmement frustrant, mais il faut apprendre à vivre avec, parce que malheureusement, ça arrive assez fréquemment. Il faut avoir aussi un peu d'entêtement, parce que quelquefois, en s'entêtant, on arrive à trouver, et avec du temps, on arrive à trouver l'information qui va permettre de redonner de l'identité à cette œuvre. Vous avez là-haut, par exemple, dans l'exposition, une belle sculpture. Au début, on ne savait pas d'où elle venait. Et ce sont les photos de la collection Boson-Bérard qui nous ont permis de savoir qu'elle venait de Wailou. Et que ensuite, grâce à une photo conservée au musée de Cambridge, on a pu savoir que ça venait du milieu de la vallée de la Wailou. Donc voilà, pour l'instant, on est sur une hypothèse où on se chamaille entre Nechakwea et Gondé. Donc pour ceux qui connaissent la région, vous voyez à quel point pour essayer de reconnaître la ligne de crête qu'il y a derrière, pour savoir si l'objet, la photo est prise à Nechakwea à Gondé. On sait que le garçon qui a fait la prise de vue a habité ces deux régions et qu'il a fait des photos soit à l'un, soit à l'autre. Petit clin d'œil. Mais ça permet de redonner une identité à un objet qui était complètement flottant, hein. Quand on a les inventaires anciens, on ne sait même pas que c'est la collection de Boson-Bérard. On le sait depuis qu'on a travaillé sur la collection Boson-Bérard. Boson-Bérard, c'était une famille qui habitait à Wailou et qui avait un hôtel qui était célèbre et qui avait toute une série de sculptures qui étaient plantées dans les jardins de l'hôtel. Et parmi ces sculptures, il y avait cet objet. Voilà, donc juste une petite anecdote. L'entrée dans l'apogée de l'entrée en collection, vous voyez bien, on a divisé ça en quarts. On voit bien qu'il y a très très peu d'objets dans le premier quart du 19e siècle. Fin du 18e, il y a quand même quelques objets. Mais que le gros, en fait, entre 1875 et 1925, en gros. C'est là que les collections sont faites. C'est aussi le moment où sont créés les musées d'ethnographie. Il faut dire que le premier musée d'ethnographie, il est créé en Europe, donc un musée qui va se spécialiser dans cette représentation des cultures du monde. Il est créé très tardivement, finalement, dans les années 1850 à Florence. C'est le musée de Florence, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 52, je crois, qui est en même temps que la chaire d'anthropologie qui est créée à Florence. Et le musée en France, le Grand Musée national d'ethnographie, il est créé en 1878. Donc tardivement aussi. Donc ça explique que ces grands musées se créant, alors il n'y en a pas qu'en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Belgique, il y en a aux Pays-Bas, il y en a dans le nord de l'Europe. C'est la constitution de ces grands musées qui va créer une demande très forte en objets. Et donc, on va commencer d'abord à se les échanger, et puis petit à petit, on va envoyer des missions pour aller faire des missions de collecte d'objets. Et c'est pour ça qu'ici, on a eu, à partir de la fin 19e, surtout du début 20e, des grandes missions de collection. Les plus célèbres, c'est celle de Bâle en 1911, qui reste près de plus d'un an ici. C'est celle aussi de Lewis, du Field Museum of Art de Chicago, qui passe aussi un peu plus tard.
et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas en faire toute la généalogie, mais ça vous montre que les objets arrivent principalement à cette époque-là. Donc, quand on va raisonner sur les collections et leur histoire, on voit qu'on a une surreprésentation de certaines périodes, probablement, même si on va voir qu'il peut y avoir un temps de latence qui est entre le moment où l'objet rentre en collecte et la date, sa date de production, forcément, hein. Donc les dates de collecte sont en grande partie inconnues. Vous voyez, on est toujours dans les 70, 78% d'inconnus. Donc ce qui va stimuler notre travail de mise en relation d'autres types de supports d'information historique, que sont les photographies, les documents, les notes, etc., qui vont permettre d'essayer de donner de l'information là où l'objet lui-même est arrivé sans cette information. Qu'est-ce que j'ai passé là? Oui, c'est les périodes de collecte dont on a parlé tout à l'heure aussi, voilà, qui sont aussi sur les mêmes périodes. On a pu réaliser plus de 900 fiches des biographies, parce que c'est une manière aussi de redonner de l'histoire à ces objets, c'est de savoir en quelles mains ils sont passés, et savoir que tel médecin de marine a été en poste 3 mois à Balade, 2 mois à Pueblo, à Yengen, 3 mois à Bélep. Ça vous donne une idée aussi de l'origine des objets qu'il ramène. Et donc, on a besoin de faire un gros travail là avec les archives militaires, en général, pour les périodes les plus anciennes, les archives de la marine, mais également quand ce sont des civils, avec les différents ressources archivistiques qui sont à Aix-en-Provence, etc. Donc, un gros travail d'archives. Donc, tout est, c'est loin d'être fini, quoi, hein. C'est juste un travail en cours. Mais c'est pour vous donner aussi des pistes. J'ai du mal avec ces diapos. C'est pour vous donner des pistes de travail pour ceux qui voudront bien, qui auront la passion et qui auront l'envie aussi de suivre. Pensez pas que tout est fait. Au contraire, c'est juste une esquisse maladroite et tout reste à faire, hein. Il y a encore plein de choses à trouver et éventuellement aussi critiquer ce qu'on a fait, hein. Je vous invite à le faire aussi, hein. C'est de dire, bah oui, ils se sont trompés, ils n'ont pas vu ça, etc. Ça nous a permis aussi, alors je disais, de reprendre des certitudes qu'on avait sur l'histoire et la transformation des objets. On pensait que ce type d'objet, par exemple, étaient les objets les plus anciens. En fait, on s'est aperçu dans les collectes qu'on a des objets beaucoup plus anciens qui sont, eux, de la fin du XVIIIe siècle et qui sont de nature beaucoup plus naturaliste que les objets du début 19e au milieu 19e. Donc on voit aussi, et c'est un enseignement très intéressant de l'inventaire, que la vision qu'on a du patrimoine est une vision beaucoup plus fluide que celle qu'on avait initialement. On ne peut pas raisonner simplement en icônes. Dans les années 50, on disait c'est le style nord, c'est le style centre, c'est le style sud. Tout ça, c'est faux, en fait. Ces objets, ils voyagent, les gens qui travaillent voyagent, et ils ne reproduisent pas systématiquement la même chose, hein. On a affaire à des gens qui sont créatifs, et c'est au fond cette créativité qu'on retrouve quand on a la chance de faire ces inventaires et qu'on retrouve des objets de ce type, qui n'ont vraiment rien à voir avec le masque crochu de tout à l'heure, hein. C'était vraiment quelque chose de très, très différent. On pourrait multiplier les exemples sur d'autres typologies de pièces. Il y a aussi des pièces très intéressantes qu'on voit dans les collections apparaître assez tôt, qui sont des très très grandes lames de hache. Certaines ont plus de 31 cm de haut. C'est des objets, vous pouvez les emmancher comme vous voulez, vous n'arriverez jamais à travailler avec, hein. Visiblement, la lame n'est pas faite pour travailler, elle est faite pour représenter quelque chose, elle est faite pour magnifier quelque chose, un peu à l'image de la lame de hache ostensoir, hein. Vous ne pouvez rien que découper avec, hein. C'est juste là pour magnifier la pierre. Et ces objets, d'ailleurs, un des premiers objets qui est donné au pape en 1800, dans les années 1800, que je ne dise pas de bêtises, 1840, donc 1840-1850 par Monseigneur Douard, c'est d'ailleurs une très grande pierre de ce type. Donc on voit que ce sont des objets qui devaient servir à cette époque de cadeaux diplomatiques, j'allais dire, entre chefferie et missionnaires, et entre missionnaires et leur chef suprême à Rome.
Et donc, on en a vu beaucoup. On en a cru que c'était des objets isolés, mais en fait, il y en a beaucoup. Et on s'est aperçu que beaucoup de ces pierres étaient emmanchées sur des emmanchements qu'on ne trouve qu'aux îles Loyauté. Et là, c'est très intéressant aussi parce que ça renvoie à ce travail qui décloisonne aussi la vision qu'on a. On a l'impression que les îles Loyauté, ils sont séparés de la Grande Terre, que la Grande Terre est toute seule, etc. Les objets nous racontent une histoire totalement différente. Les gens vivent en connexion les uns avec les autres et les objets, ils voyagent. Les pierres, les pierres de H. Elles proviennent de l'île Loin, elles partent sur les îles Loyauté et elles reviennent sur la Grande Terre. Et il est probable que ces pierres aussi ont connu cette même histoire, c'est-à-dire qu'elles sont produites, les pierres, les grands gisements lithiques qui sont plutôt sur la Grande Terre, mais les îles Loyauté vont les mettre en valeur, j'allais dire, par des emmanchements dont vous voyez tout de suite que ce n'est pas un emmanchement technique parce qu'il est d'une fragilité incroyable. Et donc l'idée, c'est d'une forme de mise en exergue, de mise en majesté de la pierre par un très très beau travail de ligature. Ça, ce sont des objets qu'on voit apparaître, je dirais, première moitié du 19e siècle et qui disparaissent très rapidement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc on voit qu'on peut commencer petit à petit à faire une histoire aussi de ces objets et à retrouver des liens qui sont parfois disparus. Vous voyez là d'une très très longue lame qui est montée sur une herminette genou. Ces herminettes étaient faites pour des très petites lames et ces objets, on les voit aussi apparaître dans les collections à partir du moment où les lames de fer de hache se diffusent très largement dans le pays et qui vont remplacer l'outillage lithique. Et ces jolis emmanchements vont être utilisés pour mettre en valeur, là encore une fois, ces très très grandes lames pour être offertes. Donc on est sorti de l'objet fonctionnel, on passe dans l'objet cérémoniel, dans l'objet qui magnifie quelque chose qui est quelque chose qu'on est en train d'abandonner parce que c'est la technologie de la pierre et dont on voit qu'elle est magnifiée malgré tout par ces très très grandes haches qui sont des sortes de chefs-d'œuvre de compagnons, j'allais dire, des chefs-d'œuvre de polisseurs, et qui marquent aussi la fin du technologie qui est celle de la pierre pour le passage au fer. Un petit mot aussi sur les modèles. Pendant longtemps, on a regardé les modèles de pirogues ou les modèles de cases qu'on trouve dans les collections comme des objets touristiques. Et c'est vrai que ce sont des objets qui ont été souvent fabriqués, vendus pour être vendus. Le travail quand on regarde de près un certain nombre de ces objets, on s'aperçoit que ce sont des objets qui sont des objets mémoire, en fait. C'est des objets qui sont des mémoires technologiques. J'ai été assez frappé, je montre des cases là. On la voit avec son petit côté mignonnet de choses à mettre sur une cheminée. Et chose incroyable, c'est quand vous regardez à l'intérieur de cet objet, en fait, les ligatures sont exactes. La manière dont les poteaux sont liés les uns aux autres, c'est exact. Alors que ça ne se voit pas du tout. Et pourquoi se donner autant de mal à faire quelque chose de juste à l'intérieur avec des nœuds qu'il faut, alors que ça ne se voit pas? C'est que cet objet, il est probablement plus qu'un simple curios. C'est aussi une manière d'entretenir des mémoires là où on ne fait plus de grandes cases. Pareil pour les modèles de pirogues. On se met à regarder les modèles de pirogues de manière très différente parce qu'on se demande si finalement, ce n'est pas des moyens d'enseignement, en fait, des moyens de retenir la mémoire alors qu'on ne peut plus fabriquer de grandes pirogues. Et donc, il y a une sorte de mémoire technique qui peut exister dans un certain type d'objet. Et on a une considération beaucoup plus grande maintenant pour les maquettes qu'on ne l'avait au départ. En se disant, oui, ça a peut-être été des curios pour vendre, mais ça a aussi été probablement des moyens extraordinaires pour transmettre des techniques à une époque où on ne peut plus faire ces techniques. Vous savez que les grandes cases sont interdites assez tôt et les voyages en pirogue ne se font plus et le savoir-faire autour de la pirogue devient uniquement limité à certains espaces comme à l'île des Pins, et heureusement qu'ils ont maintenu. Mais on sait qu'autrefois, les gens des îles Loyauté, les gens d'Ouvéa, les gens de Bélep avaient des flottes de pirogues très importantes, de grands catamarans. Or, pour le faire, il faut avoir une connaissance effectivement très, très pointue. Et ça nécessite des relations, encore une fois, entre les îles, parce que ces grands bois, on ne les trouve pas à Bélep, on ne les trouve pas à Ouvéa. Il faut avoir accès aux grandes forêts de kauri, de pins
et de houppes de la Grande Terre pour avoir accès à ces grands bois pour faire des grands catamarans. Voilà, c'est juste quelques exemples. Là, d'autres exemples sur les massues. Dans la petite expo en haut, vous verrez des gravures du 18e qui montrent des objets qui ont été gravés au 18e siècle, dont on a pensé pendant longtemps qu'ils étaient des objets qui n'avaient jamais existé, une sorte de fantaisie du graveur qui s'était mis à délirer avec des formes, parce que ça existait aussi, hein. À côté de cette gravure, vous verrez, il y a aussi une gravure d'un Canaque du 18e. Il ressemble à un modèle de Praxitèle, et les objets qu'il porte ressemblent à tous, sauf à des objets Canaques. Et en fait, ces objets existent. On les a retrouvés dans les collections. Donc on peut à la fois se défier parfois et parfois être heureusement surpris. Cet objet, par exemple, qui figure sur une planche des voyages de Cook de 18e siècle, on l'avait jamais retrouvé. On en a vu maintenant beaucoup d'exemplaires dans les collections, non seulement anglaises, mais même dans les collections françaises. Ici, c'était l'ancien musée de la propagation de la foi à Lyon, et maintenant, ce sont des collections qui sont au musée des Confluences, un merveilleux musée d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Lyon pour le voir. Là, un petit clin d'œil à Roger, parce que Roger a essayé de refaire aussi une sorte de généalogie de ces objets, parce que c'est l'envie qu'on en a, hein, quand on a beaucoup d'objets et qu'on arrive à les placer sur une échelle temporelle, ça devient intéressant d'essayer de faire un certain nombre d'hypothèses. Là encore, hein, ce ne sont que des hypothèses, hein. Peut-être que demain, des gens diront, mais vraiment, ils n'ont rien compris. Mais j'en serais très heureux, parce qu'en fait, c'est comme ça que se fait la connaissance aussi, hein. Donc, encore une fois, un appel au peuple, un appel aux jeunes, un appel à ceux qui ont envie de travailler, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que ça se fait à tout âge, mais en tout cas, il faut un peu de temps à consacrer. Donc voilà, cet outil il est vraiment très lié à cette histoire très particulière de la Calédonie. Il reste très largement le seul à l'échelle de la planète. À chaque fois qu'on le présente quelque part, les gens disent « Waouh, on aimerait bien faire pareil ». Mais personne ne le fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est parti d'ici. Ce n'est pas la décision d'un grand musée à Paris qui s'est dit on va faire un truc sur les Kanaks. C'est une décision locale. C'est une décision qui a duré dans le temps, malgré les très fortes vicissitudes de la vie politique ici, et qui a permis aussi, et ça c'est un petit clin d'œil à Jacques Egaoué, qui a permis aussi de la résurgence d'un certain nombre de techniques anciennes. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas simplement au tapas et avec Yvon là, sur la photo, au bambou gravé. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer. Et au fond, le patrimoine, c'est ça. Le patrimoine, c'est quelque chose auquel on redonne vie en s'y intéressant, et on redonne une signification en produisant aussi des effets modernes. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est James Clifford qui a fait une très belle étude sur les musées. Dit que le patrimoine, c'est un chemin vers l'avenir. Je crois vraiment que c'est un chemin vers l'avenir, parce que c'est un chemin qui nécessite pour l'entamer de faire des relations humaines. Et tout est basé là-dessus, sur des rencontres, sur la manière de cheminer ensemble. Et puis ça débouche aussi auprès de créateurs par des choses nouvelles. Parce que les sculpteurs d'aujourd'hui, les gens qui produisent des objets d'art aujourd'hui dans des contextes qui sont très différents, peuvent aussi tirer une forme d'inspiration de ce travail qu'on a essayé de mener. Enfin, le nouveau musée qui ouvrira en 2024, mais on me dit maintenant que c'est plutôt 2025, va aussi utiliser une grande partie de ce travail pour obtenir des dépôts, pour compléter ses collections, pour faire en sorte que puissent être vus à Nouméa ces objets. Vous vous rappelez qu'ici au centre, pendant presque 16 ans, on a organisé le retour de ces objets cycliquement. Les objets revenaient pour 5 ans. Et ça nous a permis d'offrir aussi aux Calédoniens une vision beaucoup plus large de leur patrimoine que celui qu'ils peuvent avoir sur les photos. Donc voilà, c'est une matière à travailler ensemble, c'est une matière à créer du lien entre les humains, et c'est une matière à partager. Parce que c'est ça, le patrimoine, si ça a du sens, c'est que ça se partage. Je vous remercie, je suis prêt à écouter et à répondre à vos questions. Ah oui, je voulais mettre les petits dessins de Marianne Tissandier, parce que je les aime beaucoup. Merci Emmanuel, je vois qu'il te restait encore un petit peu de force malgré cet après-midi longue, hein, long comme un jour sans pain. C'est l'heure des débats. Si vous avez quelques questions à poser,
Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, 2 micros qui sont à votre disposition de part et d'autre de la salle. Donc, n'hésitez pas. Bonjour. Je voulais juste poser la question qui m'avait un petit peu étonnée quand on avait fait revenir certains objets. On ne savait pas quand avaient été utilisés les objets. Je parle de la datation des objets. Est-ce que ça ne fait pas un problème de ne pas avoir une datation sur les objets? On vit avec les imprécisions. On vit avec. Il faut vivre avec, quoi. Par contre, on peut mobiliser toute une série de moyens d'investigation qui sont à notre disposition aujourd'hui, de manière aussi pondérée, parce que on a par exemple daté au carbone 14 un certain nombre d'objets, des flèches fêtières par exemple, au musée du Quai Branly, qui nous ont donné des dates du XIVe siècle. Ce qu'on date, il ne faut pas oublier, ce qu'on date, c'est la mort de l'arbre. Ce n'est pas la date de la sculpture. Or, on ne sait pas, entre le XIVe siècle et 1850, date à laquelle cet objet est sorti de Calédonie, on ne sait pas à quelle période il a été sculpté. Mais malgré tout, ça donne une idée. Vous avez vu que les grandes sculptures de la case sont souvent sculptées dans des arbres qui sont morts depuis longtemps. Et en fait, c'est cette relation avec un végétal décédé et l'humain décédé dont on fait l'image qui crée cette force et cette puissance d'évocation. Donc on voit dans cette culture en particulier qu'il peut y avoir une grande période, et probablement un bon siècle, voire plusieurs, entre le moment où l'arbre meurt et où il est utilisé, ne serait-ce que pour faire les houppes, les chambranles, les appliques de porte. Elles sont creuses à l'intérieur. On voit bien que les appliques les plus anciennes sont faites sur des houppes qui sont tombées depuis longtemps, dont le cœur a pourri. Et il ne reste que l'extérieur. Et c'est un bon moyen d'ailleurs de voir si l'objet date avant les outils en fer ou pas. Donc, on arrive à trouver des informations qui permettent de croiser, mais évidemment, une lame de hache ostensoir, par exemple, ou une lame de pierre comme celle qu'on a vue, on ne peut pas du tout savoir quand elle a été polie. Elle a pu être polie au XVIIIe siècle, comme au XIVe, comme au XIe. On ne sait pas du tout. Et c'est tout le travail, justement, aussi des recherches archéologiques qui permettent de voir à quel moment apparaissent tel type d'objet, telle forme d'objet. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les cultures sont jamais figées et elles évoluent sans arrêt. Il y a une histoire qu'on a perdue, mais il y a une histoire qui a existé. Il y a une transformation qui a existé. Donc on va par approximation et par petits bonds, j'allais dire, mais on ne peut pas non plus inventer. Et puis on doit accepter aussi les limites de notre connaissance. Ce que je disais, il y a une sorte de mur de verre malgré tout, qui fait qu'on a du mal à remonter au-delà du premier possesseur européen. Parce que lui décrit, lui fait une photo, lui fait un crayonné, quelque chose qui va nous dire quelque chose. Mais du côté kanak, c'est très très difficile de faire le lien entre une information précise. On a une information générique, on sait à quoi ce type d'objet pouvait servir dans telle région à telle époque, mais on n'a pas le lien singulier qui le lie à l'objet. C'est la grande frustration. Moi, quand j'ai commencé, je voulais retrouver des masques kanak que des vieux m'avaient décrits en me disant « Ah, c'est parti à telle époque ». Je me disais « Ah, je vais trouver ». Mais en fait, un masque kanak, rien ne ressemble plus à un masque kanak qu'un autre masque kanak. Et si vous n'avez pas la chose qui permette de discriminer, c'est-à-dire le fait qu'il est fait avec tel type d'objet, qu'il avait tel type de nez, etc., vous ne pouvez pas trouver. Vous pouvez penser que c'est peut-être ce type de pièce, mais et vous avez vu que de l'autre côté, donc ça c'est le côté kanak, du côté européen, vous avez vu que les 3/4 des objets, on ne sait pas d'où ils viennent en fait. C'est nous qui les attribuons souvent à des régions, parce qu'on sait que statistiquement, c'est des objets qu'on retrouve plus fréquemment dans telle région ou telle autre, mais ça reste une approximation. Il faut qu'on reste modeste par rapport à ça. Les objets, ils bougent, ils voyagent. Hein. On sait sur certaines histoires que des flèches fêtières ont pu être... Normalement, elles sont utilisées qu'une seule fois. C'est ce que nous dit la tradition. Mais on sait aussi qu'il y a des histoires où elles sont utilisées 2 fois dans des régions différentes. Donc, elles voyagent.
Il y a toute une série d'objets aussi qui voyagent. Donc je pense qu'il faut qu'on reste ouvert sur des possibilités qui ne sont pas forcément celles que nous ont transmis à la fois les informations des archives et les informations de la tradition orale. Je vois une main qui se lève là-haut. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Tout à l'heure, en pré-présentation, ça a été un peu évoqué. Est-ce qu'il y a une réflexion ou alors des actions menées actuellement sur, je ne sais pas comment on dit le mot technique, mais en gros, le retour des œuvres et des pièces qui auraient été peut-être certaines spoliées? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, un travail ou pas? Il y a une réflexion globale, je vous dis, cette question des provenances et de l'histoire des objets qui sont dans les musées, c'est une question qui touche absolument l'ensemble de la planète, hein. La question est à l'ordre du jour en ce moment sur les collections françaises en relation avec l'Afrique de l'Ouest principalement. Et on fait un gros travail dans ce domaine. Il nous faut quand même quelques critères, hein, de savoir quelle est la modalité d'acquisition. À l'heure actuelle, il y a deux critères qui sont retenus. En tout cas, c'est comme ça qu'on a travaillé quand il y a eu la demande de la République du Bénin à propos d'objets qui avaient été pris dans le palais d'Abomey en 1897 par le colonel Dodds, de sa propre initiative d'ailleurs, qui a été ensuite remis au musée d'ethnographie quelques années plus tard. On a décidé qu'au fond, il y avait deux grands critères qui nous permettraient de discriminer parmi les objets, ceux qui ont été mal acquis et ceux qui ont été acquis de manière soit inconnue, parce que là encore, on se retrouve souvent devant un mur de verre, un mur au-delà duquel on ne peut pas passer, quoi, une sorte de mur du son plutôt qu'un mur de verre, une sorte de mur du son auquel qu'on n'est pas capable de franchir parce qu'il n'y a pas d'information. Et donc, il y a deux grands critères. Le premier critère, c'est la prise par force. C'est le cas des objets pris dans le palais d'Abomey. C'est vraiment une opération militaire dans laquelle un officier décide de saisir un certain nombre d'objets sans qu'on lui remette. Donc, c'est typiquement ce type d'objet qu'on recherche dans les collections à l'heure actuelle. C'est le gros travail qu'on fait à Branly, mais les collègues allemands font la même chose, les collègues belges, les collègues, etc., des grands musées européens. C'est typiquement le genre d'objet qui, si il y a une demande du pays un jour, on ne voit pas comment on pourrait leur dire non quand même. Parce que c'est vraiment typiquement le genre d'objets qui ont été pris par la contrainte. Il y a un autre type de contrainte, c'est la contrainte administrative. C'est-à-dire que un administrateur peut, pour faire travailler des gens sur la route, par exemple, et c'est un cas qu'on a trouvé dans la collection, saisir des objets. De dire, ah, vous voulez pas travailler, ben moi je prends ça, et ne pas les rendre. Là, c'est typiquement aussi le type d'objet dont on voit mal comment on pourrait les conserver dans une collection publique nationale alors qu'on a retrouvé cette histoire. Tout est question de circonstances et de preuves finalement. Est-ce qu'on peut prouver? Est-ce qu'on ne peut pas? Donc là, on travaille sur un ensemble d'une centaine de pièces. Alors c'est vrai que ce n'est pas beaucoup sur les dizaines de milliers de pièces, mais en même temps, c'est les pièces sur lesquelles il y a vraiment un doute. Parce qu'on sait que c'est une opération militaire, on sait qu'à cette époque, il y a une tension très forte, on sait qu'à cette époque, et ce n'est pas forcément que le 19e siècle et le 20e siècle, hein, c'est aussi les périodes récentes. Hein, quand vous avez des objets du Nigeria, des objets Igbo du Nigeria du Sud, qui sortent du Cameroun dans les années 70-80, il y a de grosses suspicions que ça soit la guerre, en fait. Et que ce soit une manière pour l'armée nigériane de payer aussi ses opérations en revendant aux Camerounais les objets qu'ils saisissent dans les opérations militaires qu'ils font. Donc là aussi, on fait un travail dessus. Donc c'est vraiment un questionnement global sur la manière dont les collections ont été acquises et qui renvoie très directement à la manière dont on doit accepter les collections. Quand on n'a pas de certitude sur la manière dont les collections sont sorties d'un pays, on ne peut pas les acquérir. Donc un musée doit les acquérir.
J'ai un bon exemple en ce moment. Quelqu'un nous a fait une proposition de donation de très, très, très belle collection d'une centaine de pièces d'Afrique. Après avoir fait une étude assez pointue, on n'en accepte que 6. Tout le reste, malgré la qualité des objets, on ne l'accepte pas parce qu'il existe des présomptions que ces objets sortent à des moments qui sont des moments où les gens n'ont pas pu les échanger. Enfin, on pense que les circonstances étaient des circonstances de violence et qu'il n'y a pas pu y avoir d'échanges paisibles, j'allais dire. Donc ça influe aussi énormément sur la manière dont on enrichit les collections. Ce que je vous dis là, c'est sûr qu'il y a 25 ans, dans beaucoup de musées, on ne se posait pas la question, hein. Ce qui montre les problèmes qu'on a aujourd'hui, de faire tout ce travail à rebours. C'est-à-dire que finalement, l'objet primé, le fait d'avoir l'objet là, un peu comme vous avez la chance, c'est une opportunité, c'est une occasion, vous le saisissez, vous le prenez, vous êtes content parce que c'est l'objet qui prime. Là, on est maintenant dans une période où, au-delà de l'objet, c'est l'histoire qui nous intéresse. Et l'histoire, non seulement de l'objet, mais l'histoire humaine qui est derrière. Donc la sensibilité a énormément évolué dans ce domaine et il y a un boulot énorme qui est fait dans les collections anciennes. Et le travail qu'on fait à Branly sur les collections africaines, on le fait aussi sur les collections amérindiennes, sur les collections océaniennes. Et c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas identifié d'objets problématiques en Calédonie. Je pense qu'on pourrait en trouver, mais il faudrait encore trouver des preuves et trouver des documents qui nous permettent de le faire. Mais voilà, après, c'est souvent le bémol aussi, la déception de certains collègues africains qui me disent: Ah, c'est merveilleux, on a des objets qui ont été volés, vous allez nous les rendre. Et puis quand ils voient les types d'objets que c'est, ils sont beaucoup moins intéressés. Parce que ce sont des objets du quotidien, par exemple, qui ont été saisis. Ce sont des tuniques, par exemple, d'uniformes. Vous avez le cas célèbre, par exemple, qui a été le fameux sabre d'Omar El Hadj, qui a été donc le fondateur de l'Empire tout couleur en Afrique de l'Ouest à la fin du XIXe siècle. Donc, cet objet était au musée de l'armée. Il a été rendu parce que la République du Sénégal l'a réclamé. Cet objet, c'est une lame qui a été forgée à Kligenthal, hein, donc une manufacture d'armes française, et qui a très peu d'éléments africains finalement. Il y a juste une garde qui a été remplacée, mais pour eux, ça représente quelque chose de très important. Donc, on est typiquement dans le type d'objet qui a une valeur symbolique très forte parce que c'est les grands djihad du XIXe siècle, que ça représente quelque chose aussi dans la capacité, enfin, la relation en période coloniale de l'Afrique à résister contre les colonisateurs qui étaient les différents pays européens. Et l'objet en lui-même est finalement assez décevant. Mais quand on voit la ferveur que l'objet crée, il est aujourd'hui présenté au Musée des civilisations noires à Dakar, on voit combien cet objet est important. Donc symboliquement, il est important aujourd'hui. Il crée aussi quelques problèmes diplomatiques parce que ce fameux Omar El Hadj Omar Tall, il est né en ce qui est aujourd'hui la Guinée. Il a développé son empire dans ce qui est aujourd'hui le Mali. Et ses descendants sont aujourd'hui au Sénégal. Donc aujourd'hui, on a la Guinée et le Mali qui disent: mais pourquoi vous l'avez rendu au Sénégal? En fait, ça aurait dû nous être rendu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, ça, parce que on rentre aussi dans la complexité de l'histoire. Au fond, souvent, on a l'impression, avec ces histoires de restitution, que c'est simple. Il y a un endroit vide et on le remplit avec un objet. On oublie simplement que l'histoire a horreur du vide et que le vide a été comblé. Il y a d'autres objets qui sont venus, il y a d'autres foi qui se sont installés, il y a d'autres circonstances sociales qui ont été construites. Et donc l'objet, il faut le réinsérer en fait. Il est comme neuf, il est comme revenant. Et les revenants, c'est toujours difficile de traiter avec des revenants, hein. Et voilà, c'est pour dire toute la complexité qu'il y a autour de ces questions. Sur la Calédonie, on n'en a pas trouvé. Voilà, j'invite ceux qui sont à la recherche d'objets d'aller consulter cette merveilleuse base de données qui, j'ai oublié de le dire, est en consultation maintenant sur Internet grâce au travail formidable que fait le musée et Marianne Tissandier. Et que donc vous pouvez avoir accès, je le disais tout à l'heure,
un cousin sculpteur, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi ces objets. Et c'est des objets qui, s'ils peuvent avoir un intérêt, peuvent aussi revenir pour des prêts, peuvent être. Je pense que le patrimoine, c'est vraiment quelque chose à partager, hein. Il a un coût de conservation, hein. Il ne faut pas oublier que c'est quand même de l'argent public qui paie ces coûts de conservation. Mais il a vocation à voyager. En tout cas, oui, c'est la conclusion de tout ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il a du sens, c'est parce qu'il crée du lien aujourd'hui entre des humains vivants. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut créer du lien. Alors, on peut se chamailler aussi autour de certains objets, mais finalement, c'est une forme de lien aussi, hein. En tout cas, ça crée du sens et ça nous crée un rapport commun à une histoire quelquefois complexe, hein. L'histoire coloniale ici est très complexe, très, très singulière aussi, très particulière. Mais chaque histoire coloniale est singulière aussi. Et au fond, vous ne pouvez pas en avoir une appréhension unique finalement. Il faut à chaque fois la regarder de manière très précise parce qu'elle met en jeu des humains, des individualités, des manières de voir le monde qui sont spécifiques et qui sont très rarement uniformes. En fait, c'est ça qui est sympathique. Et on retrouve la diversité culturelle au travers de la diversité humaine. Bonsoir, Emmanuel. Oui. Bonsoir. Merci pour toute cette conférence. Je voulais savoir simplement en ce qui concerne les Nouvelles Hébrides, est-ce que vous avez été explorer là-bas un peu le musée de Port-Vila, en particulier la collection Michoud-Touchkine, et puis les autres musées du Pacifique, peut-être au Fidji ou au Salomon, et au point de vue ethnographique, est-ce que vous avez fait des rapprochements entre la culture mélanésienne de Nouvelle-Calédonie, enfin et de la Grande Terre, et puis des autres pays mélanésiens, mais surtout le musée de Port-Vila? Bon, c'est sûr qu'on est dans... je te salue, tu vas bien. Il y a de multiples relations, hein, entre la Calédonie et le Vanuatu, hein. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une fluidité aussi entre les îles Loyauté, la Grande Terre, les Bélep et l'île des Pins. C'était pareil avec le Vanuatu. On voit bien qu'il y a des histoires très anciennes de liens, hein. Il y a toujours cette histoire assez étrange qu'à Tana, vous avez des objets, des petites pendeloques en pierre, et les pierres proviennent de Calédonie. Qu'est-ce que ça fait à Tana? Donc il y a une histoire dont on a perdu les maillons, mais qui montre que les objets sont remontés vers le nord. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus, hein. Et je pense que là, il y a eu au dernier festival des arts mélanésiens, on voit aussi à chaque fois combien les choses, certains éléments, la fascination pour l'igname, les grands tas d'igname, etc., qu'on retrouve ici et dans d'autres endroits de Mélanésie, montrent qu'il y a un fond commun extrêmement puissant et fort, dont on a oublié quelquefois les détails, mais jamais le fondement, d'une certaine manière. Sur le musée de Port-Vila, il est essentiellement constitué d'objets provenant du Vanuatu, hein. Et il n'y a pas d'objet kanak, hein. Je le connais bien pour avoir travaillé beaucoup avec eux. Et en plus, ils sont dans une dimension où leur objet est plus un musée de la parole qu'un musée de l'objet. Ils sont toujours très peu intéressés aux objets, hein. Par contre, ils s'intéressent, parce que pour eux, les objets sont assez secondaires finalement. L'exemple le plus fascinant, c'est l'exemple des coiffures des îles Banks qui sont faites pour les cérémonies Lalawan, qui sont des objets absolument incroyables, hyper créatifs, etc. Tout est détruit à la fin de la cérémonie. Et il a fallu vraiment un missionnaire, comme un missionnaire entêté, probablement anglais au XIXe siècle, pour en avoir sauvé 2-3. Le reste du temps, toute la production, ils en font tous les ans des rituels de ce type, hein. Ils détruisent tout, hein. Moi, je les ai vus, je les ai vus le faire, hein. Donc, il y a aussi une relation à l'objet qui n'est pas forcément la même, hein. Un musée, il est toujours différent d'un pays à un autre parce qu'il est en liaison avec la relation que les gens ont avec leur passé, avec leurs objets. Et donc, c'est un musée qui a tout misé sur la parole. Donc, ils ont enregistré énormément. Ils ont développé un département d'audiovisuel très important. Et puis, ils ont créé ces fameux réseaux de field workers, c'est-à-dire des travailleurs de terrain, qui sont des gens qui habitent les différentes îles, les différents villages, et qui se consacrent à une thématique et qui viennent, au bout d'un an, raconter le résultat de leurs travaux aux autres.
Sur Fidji, j'ai jamais vu d'objet kanak, mais peut-être les collègues, peut-être dans l'auditoire pour me le dire, mais il me semble pas. Là aussi, on est sur des logiques qui sont plutôt des logiques de musée, un peu comme ce musée était constitué au départ, c'est-à-dire des collections qui servent à faire valoir la, la colonie vers l'extérieur, qui servent à faire des expositions coloniales, etc. Et puis ici, il y a eu la chance aussi d'avoir des gens qui ont donné des objets marquisiens. On a la chance d'avoir une collection marquisienne remarquable dont on a retrouvé finalement la racine parce que c'est un don Higginson, c'est ça. Higginson qui a acheté les objets en France en 1895 et qui les a ramenés en Calédonie pour les offrir au musée. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas cette histoire-là, ni à Souva, ni à Port-Villard. On a la chance d'avoir un musée avec une histoire spécifique, qui est l'histoire calédonienne, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quelqu'un me posait la question, est-ce qu'il y a d'autres musées comme le musée du Quai Branly en Europe? Oui, il y en a plein, mais ils ne se ressemblent pas. Ils sont tous différents, ils sont tous singuliers, parce que l'histoire allemande, l'histoire de la relation allemande au monde n'est pas l'histoire de la relation autrichienne au monde, n'est pas l'histoire de la relation française au monde. Donc il y a des grandes spécificités, et c'est ça qui est intéressant. Donc les gros gisements, je disais, c'est la Nouvelle-Zélande. Il y a des très belles collections en Nouvelle-Zélande. La collection de Dunedin, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment l'étudier à fond. S'il y a quelqu'un qui a envie de travailler dessus, je pense que il y a sûrement des choses très intéressantes à trouver. La Nouvelle-Zélande a fait un coup de maître dans les années 40. Elle a acheté la collection Oldman, qui est une collection absolument extraordinaire d'un type qui a passé 50 ans de sa vie à collectionner, jamais vu dans le Pacifique, qui était à Londres, qui n'a jamais vu dans le Pacifique, mais qui a collectionné tous les objets océaniens possibles et imaginables, avec un goût certain. Et les Néo-Zélandais ont eu la bonne idée d'acheter la collection en 1947, quand elle est passée en vente. Et vous avez des objets. Alors évidemment, ils l'ont acheté pour la partie, à l'époque, pour la partie Maori. Il y a des objets Maori remarquables, mais il y a des objets Kanak absolument remarquables dans cette collection. Et tout ça, c'est en Nouvelle-Zélande. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, des liens à recréer, des liens à nourrir avec les collègues de la région. Tout à l'heure, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous retrouvez des objets détériorés et c'était pour savoir, dans ce cas, comment vous faites si vous les récupérez ou si vous les protégez. En général, les objets, ils sont dans des collections, dans des musées, et ils sont conservés. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que vous trouvez des objets très anciens dans des musées qui les ont préservés. C'est le miracle des musées, finalement, c'est d'avoir sorti de la destruction du temps des objets pour en faire des voyageurs du temps. Je vous dis, ces collections sont des objets assez, c'est un concept assez étonnant finalement de se dire qu'on va s'extraire du temps, on va prendre des objets qui vont traverser le temps. Nous, on mourra tous, mais ces objets, ils vont nous survivre. Et en fait, cette idée qui date du XVIIIe siècle, on continue à travailler avec cette idée, et chaque musée a aussi une histoire, et chaque musée réfracte une relation au reste du monde. Et donc ces objets sont en Suisse, sont en Italie, sont en Allemagne, ils racontent une histoire. Donc on ne cherche pas systématiquement à les faire revenir, on les fait revenir quand on pense que ça a un intérêt pour les gens ici, parce que c'est un objet d'une région où il y a très peu d'objets, et cet objet-là est particulièrement remarquable. Dans ce cas-là, on peut le faire revenir soit pour une exposition, soit dans le cadre de ce qui va se faire au musée, soit le faire venir pour des dépôts qui peuvent durer 10, 20, 30 ans, voire indéfiniment. Moi, j'ai les premiers objets les premiers dépôts qu'on a créés au musée. Je crois que les objets, ils sont depuis 30 ans maintenant, Marianne, hein, même plus. Donc, depuis 90. Donc, vous voyez, les musées. Moi, à Branly, par exemple, on a des objets qui nous sont en dépôt par des pays aussi. Hein. On a des objets qui sont là depuis. On a en particulier des objets qui sont depuis 1967 dans les différents musées nationaux et dont les dépôts au Quai Branly ont été confirmés. Donc les musées sont des lieux en fait qui se parlent entre eux
et font voyager les objets entre eux. C'est pour ça qu'il faut ce maillage, il faut cette connaissance, il faut cette relation de confiance pour établir ces voyages de retour, ces voyages allés et de ces objets, parce qu'on n'est pas intéressé, on peut aussi s'intéresser à d'autres cultures que la sienne, hein. C'est un peu la question sur le Vanuatu aussi. On peut essayer de voir d'autres choses aussi, hein. En tout cas, en ce qui concerne ce travail spécifique, l'objet, c'était d'avoir une connaissance et de pouvoir parler de ces objets avec une connaissance qui est fondée et pas simplement quelque chose qui serait une simple sensibilité ou un simple désir, mais vraiment de le fonder sur une vraie connaissance. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des demandes en cours de la part de la Nouvelle-Calédonie pour récupérer des objets ou des ossements qui sont stockés dans des musées en Europe ou ailleurs? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Mais voilà, je me retourne vers les collègues du musée. Mais moi, j'en connais pas. Marianne, tu as peut-être... Oui, bonsoir. Concernant les objets, oui, dans le cadre du futur musée de Nouvelle-Calédonie, on est déjà pour parler avec une quinzaine de musées pour ramener en Nouvelle-Calédonie plus de 120 objets kanak traditionnels dans diverses collections. En ce qui concerne les ossements humains, pour l'instant, ça fait partie de sujets qui sont en discussion avec différents musées et autres. Mais voilà, c'est des discussions qui sont assez longues parce que ce sont justement des objets qui ne sont pas des objets. Et ce ne sont pas des... Ils n'ont pas vocation à retourner ensuite dans des musées. Ils ne devraient pas, en tout cas. Donc, voilà, il y a pas mal de discussions là-dessus qui dépendent aussi du Sénat coutumier, qui dépendent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dépendent de pas mal de personnes. Oui, les ossements humains, il faut vraiment les dissocier des objets, hein. Ce ne sont pas des objets, hein, ce sont des reliques humaines. Donc, c'est tout à fait un autre type de relation, de travail. L'année dernière, il y a eu trois crânes, je crois, qui ont été rapatriés à Lifou via le Sénat coutumier, via une dame dont le père était scout, avait fait une virée à Lifou dans les années 30 et avait récupéré 3 crânes dans des grottes. Et elle voulait que ces crânes reviennent là où ils avaient été pris. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait avec le Sénat et ces objets sont revenus. J'imagine qu'il n'y a même pas eu de presse dessus, en fait. Vous voyez, il y a des tas de choses qui se font aussi sans qu'il y ait forcément de presse, parce que c'est aussi des choses qui peuvent être intimes quelquefois. Voilà. En tout cas, il y a 3 lois en préparation actuellement en France. Il y a une loi en préparation sur les ossements, la manière dont des ossements humains peuvent être restitués ou pas. Une seconde loi sur les objets qui ont été acquis durant la période 1935-1945, donc spécifiquement sur les spoliations de biens de personnes de confession juive. Et une troisième loi qui est une loi qui, à l'heure actuelle, ne serait limitée qu'au patrimoine africain. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon, parce qu'à mon avis, ce qui est valable en Afrique, c'est valable aussi à Nouméa ou à Port-Vila. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une loi qui s'appliquerait uniquement à l'Afrique et qui définirait justement par la loi ces critères. Les critères dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les critères sur lesquels nous, on travaille dans les musées pour investiguer et nourrir des dossiers éventuels de restitution, ils n'ont pas encore été sanctifiés par la loi, donc on attend cette loi pour donner des règles. Parce que finalement, il a fallu répondre à la question dans l'urgence sans avoir... Je crois qu'il n'y a plus de pile. Sans avoir le temps d'avoir une vraie, un vrai protocole. Donc maintenant, ce protocole devrait être sanctifié par la législation. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, je vais profiter qu'il y a encore un peu de pile. Merci énormément pour cette présentation avec beaucoup d'auteurs de vue, extrêmement éclairante, extrêmement nuancée. Vraiment, merci infiniment. J'avais une question à laquelle tu n'as peut-être pas de réponse.
c'est la question de l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que le calcul statistique, qui a été celui de l'IPKD, pourrait permettre un calcul statistique qui évaluerait le nombre de pièces qui sont en réalité dans la circulation ou dans les greniers et qui, en fait, en réalité, alimentent le marché de l'art et le marché de la collection en termes de, est-ce que ça correspond à des centaines, des milliers d'objets? Et est-ce que finalement, la part des musées est une part aujourd'hui majoritaire ou minoritaire par rapport à ce qui circule? Voilà, et je ne sais pas si tu as les moyens de répondre à cette question. Mais... Bon, en tout cas, on peut essayer si on n'a pas la solution exacte, on peut donner une approche déjà. C'est que le marché de l'art, par les prix extraordinaires qu'il propose de ces objets, fait sortir de tous les greniers toutes les choses tous les objets. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que beaucoup d'objets tournent et retournent dans le marché de l'art. Et qu'il n'y a pas tant que de nouveautés que ça. On sent qu'il y a eu des objets à partir des années 70, 80, 90, mais le gros des objets, moi je dirais que le gros des objets, il est en main publique maintenant. Et que le reste, c'est probablement, il y a encore quelques belles trouvailles à faire. Je ne voudrais pas refroidir les ardeurs des collectionneurs et des gens qui sont à l'affût du marché de l'art, mais le gros, il est quand même dans les collections. Vous avez vu les 10 grosses collections, là, il y a beaucoup de choses. Roger Boulet a essayé de faire, d'approcher aussi les collectionneurs privés. C'est toujours difficile hein, quand vous travaillez dans une institution publique et que vous approchez des privés. Il a eu accès à un certain nombre d'objets. Lui, il donne des chiffres, hein, je ne sais plus, mais moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans des chiffres. C'est plutôt une ordre de grandeur. Je pense que l'ordre de grandeur, il est plutôt maintenant en grande partie dans les musées. En tout cas, on suit depuis près de 30 ans, on suit quand même les ventes publiques, donc on voit aussi ce qui passe, ce qui repasse, etc. Et la manière dont les prix deviennent de plus en plus, se rapprochent de plus en plus de l'art africain, en fait. Parce que l'art africain a toujours été beaucoup plus cher que l'art océanien. Et là, les dernières ventes montrent que l'art océanien est en train d'avoir des prix aussi importants. Ça, c'est une bonne incitation pour aller voir ce qu'on a dans le grenier, en général. Ça fera sortir les objets des greniers. Merci. Bonsoir, j'ai une petite question. Je suis là. Oui. Oui, merci pour cette présentation. J'ai une question peut-être un peu philosophique. Je vois qu'il y a des Kanaks dans la salle, et puis je ne les entends pas beaucoup s'exprimer, mais je voulais savoir si vous aviez eu des retours, des échos sur les attentes de la communauté mélanésienne par rapport à cet inventaire qui a été réalisé. Peut-être quelque chose un peu moins officiel. Est-ce que vous avez différents retours parce que c'est sûr, on est dans un cadre administratif, etc. Mais d'un point de vue sociétal, quelles sont les attentes? Est-ce qu'il y a... Bon, vous avez vu, hein, on a associé des Calédoniens du patrimoine, dont certains sont Kanaks, à ce travail. Et c'est vrai que là, il y avait une émotion aussi. Je me rappelle de Patrice Moissadi, qui est originaire de Canala. Donc, évidemment, on l'a fait venir sur l'inventaire de Bâle, où il y a beaucoup d'objets de Canala. Il était très ému de voir tous ces objets. Il les saluait les uns après les autres, etc. Donc, il y a cette relation forte. Et après, c'est un bon représentant aussi de cette sensibilité-là. Autrement, j'ai oublié de dire que pendant les 5 ans, les 4-5 ans de l'inventaire vraiment intensif, et avant, lors des expositions, on a toujours cette relation avec les gens. Hein. De Jadénac, on a fait venir, moi j'avais une tête de monnaie qui venait de mon clan, qui était dans l'exposition de Jadénac. J'ai fait venir mes vieux pour discuter aussi de ce que c'est ce statut de l'objet. Est-ce que cet objet, il a été donné par le pasteur Lénart au musée de Châtel? Est-ce qu'on doit le récupérer ou pas? Est-ce qu'on est fondé à le faire ou pas? Et la réponse des vieux, c'est dire non. Ces objets, il est parti, il nous représente là-bas et il correspond juste à la période où on s'est converti au protestantisme. Donc au contraire, c'est un objet manifeste qui dit quelque chose sur cette foi nouvelle qu'on adopte et cette relation qu'on établit avec le pasteur. Voilà. Petit exemple très particulier sur cet objet-là, mais on en a eu d'autres aussi sur d'autres objets. Ça a alimenté d'ailleurs les choix qu'on a fait pour faire revenir des objets
quand on a fait Buenando, cette opération qui a duré 16 ans quand même, hein, où on faisait revenir des objets régulièrement, parce qu'on voyait que les gens étaient sensibles à certains types d'objets que nous, qu'on avait laissés un peu de côté. Je dirais aussi que pendant cette période intensive, tous les ans, on revenait en Calédonie et on faisait une rencontre avec les coutumiers et les collecteurs du patrimoine. Et c'est à l'occasion de ces rencontres, d'ailleurs, qu'on s'est fait, qu'on a eu une remarque assez importante de la part des femmes qui nous disaient qu'on s'intéressait trop aux objets d'hommes, qu'on photographiait sur toutes les coutures des objets qui étaient faits par les hommes, mais qu'il y avait tous les objets tressés, dont elles s'étaient intéressées de voir comment les tressages étaient faits et qu'il fallait faire beaucoup plus de détails sur les détails techniques, sur la manière dont les paniers, dont tous les objets tressés étaient faits. Donc on voit aussi que ça génère un type Et c'est vrai qu'il y a toujours un biais, hein. Si vous êtes un homme, vous êtes de telle culture, etc., bah, vous êtes porté à un certain nombre de choses. Et on voit que si on veut répondre de manière plus complète, et c'est peut-être une deuxième phase de ce travail qu'il faut faire, c'est de travailler beaucoup plus sur les objets de femmes, qui ont toujours été assez maltraités finalement dans les collections. Ils arrivent relativement tard. Ils sont souvent, sauf Sarrazin qui a fait une étude technique et technologique remarquable sur un certain type de tressage, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'aussi, il y a un biais de genre, en fait, si on prend dans les collections, hein. C'est souvent des hommes, parce que c'est eux qui voyagent. Et c'est très rare, hein. On évoquait tout à l'heure le cas d'Emma Hatfield, par exemple, qui était la femme du pasteur qui était aux îles Loyauté dans les années 1870, qui a fait un travail remarquable de description de la société de l'époque et qui a un regard de femme. C'est une des exceptions par rapport à tout le reste. On n'a jamais eu ça dans d'autres régions et ça reste très, très minoritaire dans les années, j'allais dire, les années 90, 2000, où là, il y a des anthropologues femmes qui s'intéressent à cette question et qui me remettent en valeur. Mais c'est vrai qu'on a un biais de nos collections par rapport probablement à ces objets. C'est pour ça que probablement cette surreprésentation des armes aussi, elle dit quelque chose sur le collectionneur et la personne avec laquelle il est en contact. Merci. Alors, bonsoir. Ici. Oui. Moi, c'est juste pour avoir votre point de vue. C'est-à-dire que pour sortir un peu de l'aspect musée, moi, je suis assez catégorique. Certains objets n'ont rien à faire derrière des vitrines, parce que là où certains ils voient des objets d'art, une belle sculpture, du savoir-faire, sur certaines civilisations, la majorité des civilisations où l'Europe a conquis via la colonisation, il y a une connexion commune à tous ces objets de culte. C'est la connexion à ses ancêtres. Donc, il y a un aspect spirituel dans certains objets. Donc, j'aime à penser et à dire que la force d'un peuple, c'est sa culture, c'est les objets de culte. Parce que sur certains cultes cérémoniaux, tu as besoin d'un objet qui représente justement la force et le lien à une société. Donc, juste pour mon point de vue, quand je vois certains objets, par exemple, sur le marché parallèle, par exemple, on voit les masques Fong, par exemple, qui dépassent les 200 millions d'euros, alors que c'est un objet cultuel qui représente la spiritualité et la justice. Et ici, en Calédonie, il y a certains objets, pour moi, qui n'ont rien à faire derrière une vitrine et qui peuvent ressouder, remettre du lien, justement, en Calédonie, dans certaines sociétés. Quand je vois la jeunesse qui est un peu désœuvrée, c'est parce que quand on perd ces objets de culte et ces liens à ses ancêtres, sachant que nous sommes une émanation de nos ancêtres, donc, quelque part, c'est une reconnexion à nous-mêmes. Si ces objets sont loin de nous, on est un peu dans l'errance. Donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur si certains objets, pour vous, si vous faites la démarche d'aller voir les tribus pour redonner les objets hors des musées, et plus derrière une vitrine. Alors, vous avez vu la très grande inconnue dans laquelle on se trouve, hein. Là-haut, à la salle d'exposition, par exemple, il y a toute une série de pierres magiques. Bien malin, et c'est celui qui sait qu'est-ce que c'est que ces pierres magiques, d'où elles viennent, à quoi elles servaient, etc.
Ce que la question que vous posez, c'est une question que l'on trouve souvent, c'est de dire, au fond, les objets des musées sont des objets morts. Les objets des musées ne sont pas des objets morts, ce sont des objets qui ont connu une translation. Ils sont sortis d'usage et ils acquièrent un autre usage. Et c'est ça leur intérêt, en fait. C'est là où ils deviennent des objets médiateurs. C'est-à-dire que la médiation première pour laquelle ils ont été créés, que ce soit pour une magie, que ce soit pour un culte, elle est arrêtée et il y a un autre type de médiation qui s'opère. Et le travail qui est fait en ce moment sur le nouveau musée, c'est au fond créer du lien aussi au-delà des singularités culturelles d'où proviennent ces objets, c'est de créer du lien à l'échelle du territoire. C'est à l'échelle du pays aussi. C'est en cela que ça a un sens nouveau. Il ne faut pas croire que tout le monde est dépossédé, hein. Il y a encore des très belles monnaies qui sont dans les clans. Moi, je connais aussi des très beaux objets qui sont dans les familles. Tout n'est pas parti, hein. Les objets qui partent, c'est souvent aussi des objets dont parce qu'on change. J'ai exposé tout à l'heure cet objet qui a été donné à un pasteur parce que les gens changeaient de système de valeurs. Donc, ils estimaient que si cette relation devait être manifestée par cet échange d'objets. Donc voilà, c'est une vierge qui est dans un musée, de la peinture chrétienne qui est dans un musée. Les chrétiens, ils existent toujours, hein. Ils ont aussi leurs objets de dévotion. Mais l'objet de musée, c'est plus un objet de dévotion. C'est une autre forme de médiation à la religion ou une autre forme de médiation à la culture qui les a produites. Et ça permet le partage avec d'autres cultures. Au fond, c'est ça, un musée qui est intéressant, c'est ça. Mais dans un musée, il n'y a pas tous les objets non plus, hein. Les gens ont aussi une grande partie avec eux. Là, j'ai eu l'occasion de faire une très grande exposition. Vous évoquez l'Afrique avec... Sur le Cameroun, par exemple, on a fait une grande exposition à Branly qui s'appelait « Sur la route des chefferies du Cameroun ». On a travaillé avec 20 royaumes différents du Cameroun qui ont des collections. Et quand les gens vous disent que 90% du patrimoine africain est extérieur, c'est faux. Faut juste avoir faut juste aller voir les rois babylékés qui ont un patrimoine absolument extraordinaire. Et toute l'exposition qu'on a faite à Paris, avec un commissariat camerounais d'ailleurs, babyléké, c'était fait avec des objets qui provenaient de ces chefferies. Et là, c'est très intéressant parce qu'eux-mêmes inventent une idée de musée qui est propre à leur culture. C'est-à-dire qu'ils ont des objets qu'ils peuvent utiliser à certains moments dans des rituels, qu'ils déchargent quand ils mettent au musée et qu'ils rechargent spirituellement quand ils rentrent en rituel. Ça, c'est vraiment une vision très, très moderne. Je pense que si on reste sur une vision de dépossession, le fait d'avoir l'objet ne vous satisfera jamais. Je veux dire, le fait qu'il soit retourné à Nouméa va pas satisfaire le type qui n'a pas de travail et qui est au Mont d'Or, hein. Je pense que ce qui fait lien, c'est que cet objet du passé va créer du lien et de la communalité avec tous les habitants de ce pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un musée, c'est-à-dire créer une autre forme de relation. Et c'est l'idée de patrimoine. L'idée de patrimoine, elle n'est pas très vieille, hein. Autrefois, le patrimoine, ça n'existe pas, hein. Chaque clan a ses objets et puis les autres n'ont pas besoin de le savoir. Vous n'entrez pas dans une case si vous n'y êtes pas invité, vous ne pouvez pas voir un certain nombre de choses. Il n'y a pas longtemps, dans ma région, les femmes ne voyaient pas les monnaies. L'échange de monnaie se faisait contre hommes. Aujourd'hui, la culture a changé. Les femmes voient les monnaies. Les cultures bougent aussi. C'est-à-dire qu'un objet du passé n'est pas la garantie que vous retrouvez votre racine dans le passé. C'est à vous de la créer, en fait. C'est-à-dire cet objet doit vous aider à vous réenraciner en créant quelque chose qui ait du sens pour aujourd'hui. Mais vous n'allez pas retourner en arrière. C'est cette idée, enfin, je pense que pour moi, une des conclusions de cet inventaire, c'est que ça donne finalement, ça rend concrète la parole de Jean-Marie Tjibaou qui disait le retour vers le passé est une idée fausse. Notre identité, elle est devant nous. L'inventaire, il montre que l'identité, elle a toujours changé, qu'il n'y a pas de choses fixes, que les choses ont été comme ça à une certaine époque, qu'elles ont été différentes à une autre époque. Et donc, c'est à nous de créer le patrimoine de demain, d'une certaine manière.
Je pense que c'est en rentrant dans une vision dynamique qu'on sort d'une vision de dépendance et d'une vision de dépossession, en fait, que rien ne pourra remplacer, en fait, parce que vous ne savez pas, en plus, ces objets sont juste les quelques survivants de dizaines de milliers d'objets qui, eux, ont tous disparu. Donc on raisonne aussi sur le passé à partir de quelques éléments qui sont des rescapés, finalement. Donc je pense qu'au contraire, le travail d'un musée, c'est de créer du lien, justement. Si quelqu'un ne sait plus où il est, si quelqu'un a de la difficulté à se situer, je pense que le travail du musée, sa dimension sociétale, c'est de montrer qu'il n'est pas rien, que même s'il n'a plus son histoire, elle est perdue, que ses parents, il ne les connaît pas, ou que l'histoire spécifique de la famille n'a pas été transmise, eh bien, il y a une histoire globale qu'on peut raconter dans laquelle il s'insère à nouveau, il fait partie d'une société plus globale. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans les musées, c'est de créer du lien avec des gens aujourd'hui vivants, pas tant que ça avec le passé. Le passé est vraiment révolu pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont on crée du lien avec le passé. Et le musée est un bel endroit pour ça. Bien, je vous remercie beaucoup de votre patience. Je trouve que vous êtes très patient quand même. Alors, je sais bien qu'on est bien assis dans les fauteuils du centre Chibaou. Et à chaque fois que j'ai ici, je dis waouh, j'aimerais bien avoir les mêmes fauteuils à Branly. Parce qu'à Branly, Jean Nouvel nous a construit des choses beaucoup plus raides. En tout cas, merci beaucoup à vous et bonne fin de soirée. Et bon rêve sur le patrimoine, j'espère.